Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Après avoir décrit la semaine dernière les risques qui pèsent sur l'année 2024, nous allons aujourd'hui présenter nos prévisions économiques et financières pour justement cette nouvelle année avec évidemment cette grande question. Est-ce que 2024 va être pire que 2023? C'est vrai que les derniers chiffres qui viennent de sortir ont conforté un petit peu nos craintes, notamment sur les risques qu'on évoquait la semaine dernière. On a vu les chiffres de l'inflation française, comme prévu, c'est reparti à la hausse au mois de décembre. Les indicateurs des directeurs d'achat, on les verra tout à l'heure, là aussi la récession se confirme, même s'aggrave dans la zone euro et en France, et donc c'est particulièrement dangereux pour l'avenir. On voit que les marchés boursiers commencent l'année en forte baisse, les taux d'intérêt des obligations d'État, donc de nos crédits, repartent à la hausse, donc on voit que 2024 s'annonce de façon particulièrement compliquée. Alors je vous rassure quand même, on terminera cette vidéo comme d'habitude par une bonne nouvelle, même deux bonnes nouvelles, on verra tout à l'heure, mais on va commencer tout de suite par justement ces perspectives, et pour bien comprendre 2024, on doit déjà terminer entre guillemets 2023 avec donc les chiffres de croissance. Ils ne sont pas encore définitifs, et voilà, on a bien eu ce ralentissement assez marqué de la croissance mondiale qu'on annonçait il y a un an. Donc rappelez-vous les chiffres de croissance, ça c'est au niveau mondial, la variation du PIB mondial évidemment hors inflation. Je vous rappelle que de 1980 à 2023 la moyenne c'est 3,4% de croissance par an. Bien sûr en 2020 l'effondrement, moins 2,8%, on avait fermé le monde. Ensuite 2021 on a trop injecté de liquidités dans l'économie, trop de dette publique, etc. Là, on monte à 6,3% de croissance. Et ensuite, ça ralentit. 2022, 3,4%. Et 2023, 2,5% de croissance au niveau mondial. Quid maintenant, pays par pays? Alors là, évidemment, j'en ai mis pas mal, le maximum possible pour pas que ça soit également trop lourd, mais compte tenu, je dirais, de vos demandes, notamment pour le Canada, la Suisse, on en parlera tout à l'heure. Alors voilà, les chiffres de croissance, d'abord, on va dire des deux côtés de l'Atlantique. On voit qu'en 2023, finalement, l'économie américaine a bien résisté, 2,5% de croissance. Par contre, nous, dans la zone euro, voilà, on est autour des 0% de croissance. L'Allemagne est même en récession, moins 0,2% de baisse du PIB en moyenne sur l'année. Vous aurez tous les chiffres depuis 2020, on se souvient, donc voilà, 2020 effondrement, 2021 redémarrage, et puis ensuite ça ralentit. On a donc également donc pour la France 0,7% de croissance, ça reste là aussi particulièrement limité, idem sur l'Italie, sur le Royaume-Uni aussi, et ensuite on a les pays qui s'en sortent un peu mieux, voire même beaucoup mieux pour certains. Donc voilà les chiffres pour les pays qu'on nous demande régulièrement donc d'évoquer. Bien sûr la Chine, c'est vrai qu'il y a eu un redressement à 5% de croissance, mais pour la Chine c'est très faible, 5% de croissance, ça ne permet pas d'améliorer le niveau de vie des Chinois. La grande gagnante de cette crise, c'est encore une fois l'Inde, que ce soit en 2022 et en 2023, 8% de croissance l'année dernière, c'est assez dynamique. Le Japon qui a redémarré, mais ça a quand même une croissance assez molle, 1,8%. Et la Russie, on est très très loin des annonces d'effondrement de l'économie russe, comme vous l'avez annoncé ici même il y a quelques mois, déjà même il y a plus d'un an, avec une croissance de 3,1%. C'est sûr qu'il y a l'effort de guerre, etc. Chiffre, je vous rappelle, du FMI quand même. Alors pour 2023, on a terminé avec les chiffres de nos prévisions, mais tout de même de nos estimations, mais ça fait quand même 3,1% de croissance, c'est assez dynamique. Voilà, le Canada qui a malheureusement très fortement ralenti, seulement 1,2% de croissance, idem pour la Suisse, et au niveau mondial, donc on est bien sûr 2,5% de croissance. Alors maintenant, quid de l'année 2024? Eh bien le ralentissement continue, même s'aggrave. Voilà, au niveau mondial, on retrouve notre graphique de tout à l'heure, on voit bien ce ralentissement, et pour 2024, la prévision de croissance que nous pouvons faire pour le monde est d'environ 1,7%. Donc c'est mieux évidemment qu'en 2020, mais ça reste l'une des plus mauvaises performances, vous voyez, depuis donc la récession de 2009, et ensuite il faut remonter au début des années 80 pour trouver un chiffre plus mauvais, va-t-on dire. Donc tout ça pour dire que c'est une année très moyenne qui se dessine pour 2024, elle sera en deux temps. Le premier semestre va être très difficile, et ensuite ça s'améliorera à partir du second semestre 2024, surtout dans certains pays, également on va dire chez nous en Europe et en France, mais ça sera quand même très limité. On va voir ça bien sûr dans le détail. Donc comment peut-on faire ces prévisions? Eh bien on a évidemment les fameux indicateurs des directeurs d'achat qui nous disent où va aller la croissance pour les prochains mois. Donc c'est très simple, on les présente souvent ici même. Il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est le recul de l'activité. Donc voici les derniers chiffres qui viennent donc de sortir pour le mois de décembre, donc qui annoncent le début 2024. Eh bien l'Inde a retrouvé sa première place. Vous voyez un indicateur de 58,5, donc c'est ce qu'on appelle l'indicateur composite. Ça veut dire
tous secteurs d'activité confondus, un plus haut depuis donc septembre 2023. Donc l'Inde conforte son rôle de nouvelle locomotive de la croissance mondiale. Ensuite, on a l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, 57,7, 57,4. La Russie qui remonte, regardez bien, 55,7. C'est vrai que c'est assez étonnant par rapport à ce qu'on peut entendre, mais c'est quand même un pays qui mène une guerre contre l'Ukraine, mais il y a cet effort justement de guerre qui est là, et puis une dynamique interne qui résiste malgré tout. On a ensuite la Chine qui a aussi redémarré. Il ne faut pas enterrer trop vite l'économie chinoise. Ils ont encore énormément de réserves de change. Ils pourront redémarrer, même si ce n'est plus ce que c'était. Mais vous voyez, 52,6. Donc on est sur une belle dynamique, un plus haut depuis mai 2023. Et le Royaume-Uni également, là aussi une économie qu'il ne faut pas enterrer trop vite, 52,1. Donc ça redémarre, hein, là aussi, donc une croissance qui malheureusement est bien plus supérieure, bien plus élevée que la nôtre. Hein. Quand je dis malheureusement, c'est pour nous, bien sûr. Alors avant d'arriver chez nous, dans la zone euro et en France, on passe par les pays, on va dire, intermédiaires, ce qu'on appelle les challengers. Tout à l'heure, on a vu les leaders, ce sont les challengers. On a donc l'Irlande qui redémarre un peu. Au niveau mondial, vous voyez, on est à 51. Donc on a une légère hausse par rapport au mois dernier, 0,5 points de hausse, mais ça reste quand même proche de la stagnation économique, d'où notre prévision en moyenne de 1,7%. Quand on a le cas effectivement américain, 50,9, ça redémarre un petit peu, mais ça reste là aussi limité. L'Espagne, voilà, le Brésil, le Japon, ils sont pile à 50. Et puis après, bien sûr, on passe sous la barre des 50. Et là, on arrive évidemment chez nous, malheureusement. Les mauvais chiffres dans première estimation ont été confirmés. Ça a été légèrement révisé à la hausse, mais ça a quand même été confirmé. On voit donc Afrique du Sud, Italie, zone euro, donc 47,6. Donc ça reste quand même parmi les plus bas depuis novembre 2020, si on exclut les 2 derniers mois. L'Allemagne également, l'Australie, la France, donc 44,8. Là aussi, un plus bas depuis novembre 2020, si on exclut donc, la période de septembre à novembre dernier. Donc là, c'est quand même le mois de décembre, ça reste extrêmement bas. Et alors jusqu'à présent, depuis juin dernier, on était lanterne rouge de la croissance mondiale, et là on a été sauvé entre guillemets par nos amis canadiens. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, où là effectivement ça s'effondre dangereusement. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup augmenté la dette publique également au Canada. Il y a une économie qui n'arrive pas à redémarrer, malgré que l'économie américaine, le grand voisin, résiste bien. Et le Canada aujourd'hui souffre particulièrement fortement. On voit bien que la politique économique n'a pas été là aussi la bonne, donc 44,7. Donc ça ferme la marche. Donc on voit effectivement les pays qui, pour l'instant, sont en train de s'en sortir, ceux qui résistent, puis ceux qui plongent malheureusement dans la récession. Donc si on regarde ça avec des graphiques, comme d'habitude, réalisés sans trucage, bien sûr. Donc on voit bien cet écart de croissance États-Unis, zone euro. Donc les Américains, bon, c'est pas l'euphorie, mais c'est quand même une croissance qui va se maintenir autour des 2%, alors que nous, la courbe rouge, on reste en récession, donc sous la barre des 50. Vous voyez que cet écart de croissance montre bien d'ailleurs que la petite hausse de l'euro par rapport au dollar de ces dernières semaines n'a pas de sens économique. D'ailleurs, c'est pourquoi l'euro repart à la baisse, parce que justement, il y a cet écart de croissance à l'avantage des États-Unis, également l'écart de taux d'intérêt qui est aussi à l'avantage du dollar, donc ce qui fait que le dollar devrait repartir à la hausse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On pourrait même atteindre 1,05 $ pour un euro. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais tout ça pour bien mettre en perspective justement le fait que nous avons une récession chez nous et une croissance appréciable, va-t-on dire, aux États-Unis. Si maintenant on arrive évidemment en France, des graphiques très durs à supporter, je le dis à chaque fois, du moins souvent, quand malheureusement on présente des graphiques sur notre économie, notre douce France, qui est un pays formidable, mais encore une fois, on ne va pas vous mentir, les chiffres sont mauvais. Voilà l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie, c'est la courbe rouge ici, regardez bien, un plus bas depuis mai 2020. Mai 2020, c'était le premier confinement. Rendez-vous compte dans quel état est l'industrie française aujourd'hui. Dans les services aussi, on est en récession, très légère hausse par rapport au dernier mois, c'est la courbe verticille, vous voyez qu'on est à peine sous les 46, donc on est largement sous les 50 et donc toujours en zone de récession. Ce sont des plus bas depuis novembre 2020, donc ça veut dire là aussi le deuxième confinement. Donc vous voyez, c'est pas génial. Donc quand on veut nous faire croire que tout va bien, on voit bien que malheureusement ce n'est pas le cas. Et si on regarde maintenant l'indicateur composite, tout secteur d'activité, toujours en France, on voit bien que la courbe rouge est en train de baisser nettement. On est donc largement sous la barre des 50, à peine à 45, et donc ce qui veut dire même légèrement en dessous des 45, 44,8 comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc vous voyez que le PIB, la courbe bleue, pourrait tomber vers un niveau en glissement annuel de moins 2%. Là, évidemment, ça annonce des lendemains particulièrement difficiles. Je pense qu'on va éviter certainement d'arriver jusque-là, mais il y aura bien cette récession. Je vous rappelle que le troisième trimestre 2023, on a eu une baisse du PIB. On en aura certainement une au quatrième trimestre, et peut-être même au premier trimestre 2024. Donc c'est une récession qui est dramatique et donc qui va évidemment générer une augmentation du chômage. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffrage sur la croissance 2024 ? Eh oui, alors là, c'est pas génial. Voilà, on va dire les principaux pays que nous suivons.
On reste aux États-Unis sur à peu près 2% de croissance. C'est correct, hein, c'est pas l'euphorie, mais ça reste appréciable. Mais d'ailleurs, ça va empêcher la Réserve fédérale américaine de fortement baisser les taux d'intérêt. On a encore eu les taux de chômage la semaine dernière, 3,7% de taux de chômage, les salaires qui augmentent de plus de 4% par an, l'inflation qui va repartir également un petit peu à l'hausse aux États-Unis. Donc la Réserve fédérale ne pourra pas baisser fortement les taux d'intérêt. Donc ça, c'est pour prévenir les marchés qui se sont un petit peu emballés en fin d'année dernière. Non, ce n'est pas possible de baisser trop fortement les taux d'intérêt. Surtout aux États-Unis, on a une croissance forte, appréciable, à 2%. Par contre, chez nous, c'est vrai qu'on va baisser les taux d'intérêt parce qu'on a une récession beaucoup plus grave. Regardez bien, zone euro, 0,3% de croissance, Allemagne 0,2%, France 0,3%. On est très très loin des prévisions consensuelles, évidemment, parce que globalement, il faut dire la bonne parole, va-t-on dire. Mais non, la bonne parole, elle est là, avec seulement 0,3% de croissance pour la France cette année, 0,6% en Italie, 1,5% au Royaume-Uni, ça va un peu mieux. Ensuite, en Chine, on reste sur une croissance molle, autour des 4,5% dans le meilleur des cas. L'Inde, 7,5%, ça ralentit un peu, mais ça reste une bonne performance. Le Japon ralentit également à 1,5%, la Russie 2,2% et le Canada, là aussi 0,9%. Donc c'est une croissance également décevante pour le Canada, parce que là aussi on n'a plus trop de marge de manœuvre pour relancer la machine. C'est un peu le problème que nous avons chez nous. En temps normal, on pourrait relancer la machine en faisant du déficit, de la planche à billets, sauf qu'on l'a tellement utilisé, on a tellement fait de déficit et de dette publique, tellement fait de planche à billets qui a d'ailleurs généré une récession forte, qu'on n'a plus les moyens de faire ça. Donc ceux qui croient qu'on va augmenter encore une fois la dette publique de façon éhontée, j'ai envie de dire, ou avoir recours de nouveau à une planche à billets pléthorique, ça ne sera pas le cas, on ne pourra pas le faire parce que justement, ça a généré beaucoup trop d'inflation. Mais c'est sûr que la Banque centrale européenne baissera les taux d'intérêt, mais attention, elle ne pourra pas non plus le faire fortement parce que l'inflation va rester élevée. On vient donc d'avoir les chiffres de la zone euro et de la France pour le mois de décembre. Eh bien, c'est reparti malheureusement à la hausse. Vous voyez que dans la zone euro, on est à quasiment 3% d'inflation, 2,9% exactement. Hors énergie, on est à 3,9% d'inflation, donc ça reste quand même élevé aussi, plus élevé que l'inflation globale. On voit bien cette tendance baissière, mais attention, ça remonte un petit peu. Alors ça ne va pas remonter à 10%, je vous rassure, mais c'est sûr qu'on va se maintenir autour des 3% d'inflation, et donc la Banque centrale européenne ne pourra pas fortement baisser les taux d'intérêt. Alors, ce qui est fou, c'est que l'inflation française également est repartie à la hausse. Donc là, on la voit ici, 3,7% aux normes INSEE, donc c'est la courbe bleue. Aux normes Eurostat, 4,1% d'inflation. Vous voyez, ça repart un petit peu à la hausse. Donc ça s'arrête évidemment de baisser. Et donc nous avons toujours une inflation française qui est supérieure à celle de la zone euro. C'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, un écart assez net de plus d'1 point. Donc ça, c'est quand même assez dangereux. Ça veut dire que la France n'est plus du tout le bon élève de la zone euro en matière d'inflation. Alors là, attention, tenez-vous bien, parce que ça va peut-être vous surprendre, ceux qui écoutent les économistes bien pensants, entre guillemets, eh bien la France, tenez-vous bien, en termes d'inflation, est maintenant le 5e pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation. Eh oui, ça choque. Voilà tous les chiffres effectivement de l'inflation des pays de la zone euro. On a toujours Slovaquie, Autriche, Croatie, Estonie qui sont donc les 4 premiers et la France juste derrière, 5e, 4,1%. La Slovénie qui était devant est repassée derrière. Vous voyez que nous sommes sur une inflation qui est l'une des plus élevées des pays de la zone euro. Donc on est très très loin du discours lénifiant qu'on a entendu pendant des mois. Non, ça y est, l'inflation, elle va baisser définitivement. On est le meilleur élève de la zone euro. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est pas faire du French bashing que de dire ça, c'est de dire la vérité tout simplement. Et donc cette politique, encore une fois, de bouclier tarifaire, etc., n'a pas servi à grand chose. Et alors le drame, c'est qu'en plus, quand on regarde dans le détail des chiffres de l'inflation française, regardez bien, donc là, on retrouve les chiffres. Donc là, c'était au mois de novembre, là, c'est au mois de décembre. Vous voyez, 3,7% au niveau global, 4,1%, donc l'indicateur aux normes européennes. Et regardez bien, l'alimentation, 7,1% d'inflation. C'est un peu moins que, évidemment, le mois dernier, mais ça reste quand même au-dessus des 7%. Et les produits frais, 8,8% d'inflation. Donc évidemment, ça c'est des biens du quotidien, donc qui nous coûtent extrêmement cher. Idem sur l'énergie, on avait eu un petit accalmie, va-t-on dire, et ça repart à la hausse, 5,6%, alors que finalement, les prix notamment du pétrole ou du gaz avaient plutôt baissé. Donc on voit bien que même quand ça baisse, les prix énergétiques ont tendance à augmenter. Par contre, sur les produits manufacturés, alors là évidemment, le mouvement de déconsommation joue, entre guillemets, seulement 1,4% d'inflation. Et sur les services, là aussi, ça repart à la hausse, 3,1% d'inflation. Donc vous voyez que l'inflation française, elle est loin d'être jugulée, elle est toujours très élevée. Alors, elle finira bien sûr par baisser, mais parce que justement, on a une récession qui est en train de s'installer, et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Je vous ai mis ici les principaux risques et les principales conséquences qui sont liées à la récession qui est en train de s'imposer dans la zone euro
euro et malheureusement surtout en France. Donc les conséquences, on les connaît malheureusement et on commence déjà d'ailleurs à les vivre. Augmentation du chômage, augmentation des déficits publics et de la dette publique. Ça, même quand il y a de la croissance, de toute façon, nous, ça augmente toujours en France. Donc si la dette publique augmente, on va arrêter donc de baisser également trop fortement les taux d'intérêt parce qu'il y a une inflation qui reste élevée, donc de la part de la Banque centrale européenne, et également les taux d'intérêt des obligations d'État qui ont remonté donc justement depuis la semaine dernière. Tout ça pour dire que là aussi, les taux d'intérêt de nos crédits, à nous, les entreprises, les ménages, vont rester élevés, voire même repartir à la hausse, ce qui va limiter l'investissement des entreprises, l'investissement des ménages en logement, également la consommation. Donc le secteur de l'immobilier va souffrir, également les marchés boursiers, on le voit, qui eux pensaient que les taux d'intérêt allaient s'effondrer, qu'on allait mettre la planche à billets, etc. Non, ils vont évidemment être déçus, c'est-à-dire ils vont avoir à la fois de la récession, donc moins de profits, et puis parallèlement des taux d'intérêt qui vont moins baisser que certains l'avaient escompté. L'immobilier, j'en ai parlé, et puis le grand danger, surtout pour nous les Français, c'est qu'un cercle pernicieux est en train de s'enclencher en France. Alors le voici, récession plus inflation, ça génère évidemment du chômage, donc augmentation des déficits et de la dette, donc taux d'intérêt toujours élevé, ce qui alimente la récession, et ainsi de suite. C'est ça qui est extrêmement dangereux pour l'année 2024, c'est que nous sommes bloqués effectivement dans ce cercle pernicieux, en particulier en France, et encore une fois, on ne peut pas relancer la machine, puisqu'on n'a plus de cartouches pour relancer cette machine. Merci à nos dirigeants qui malheureusement n'ont pas eu, je dirais, la vision du monde adéquate pour limiter la dette publique, pour limiter la planche à billets, pour limiter l'inflation. Et voilà, aujourd'hui, nous payons les erreurs, évidemment, de ces politiques économiques et monétaires qui ont été évidemment un petit peu hasardeuses. Et d'ailleurs, quand on voit sur la semaine dernière, en quelques jours, les taux d'intérêt des obligations d'État, vous voyez, ils avaient beaucoup baissé. Alors, ils étaient montés à 3,5%, c'est le taux d'intérêt 10 ans de la dette publique française. Ensuite, on est redescendu à 2,4%, et là, on remonte à plus de 2,7%. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester élevés, mais même continuer d'augmenter, avec en plus un risque de dégradation de la dette de la France courant 2024, donc ça va là aussi alimenter l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui va là aussi casser l'activité économique, et donc alimenter la récession et faire également augmenter le chômage. Donc oui, l'inflation finira par baisser, mais ça sera évidemment pour des mauvaises raisons, notamment à cause de la récession. Donc voilà, si on regarde maintenant pour, je dirais, la bonne nouvelle de cette vidéo, parce qu'il en faut quand même une, c'est que normalement, ça ira mieux en 2025. Donc là, on l'a bien compris, 2024, c'est une année extrêmement compliqué, ça devrait aller un petit peu mieux au second semestre en espérant qu'il n'y aura pas des drames géopolitiques qui vont encore tout casser, hein, évidemment, donc ça on ne maîtrise pas, mais normalement, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt pour la fin 2024, ça devrait aller mieux et surtout en 2025. Donc vous voyez que pour 2025, notre prévision, voilà, 2,5% de croissance, on en est encore loin, on va l'adapter évidemment et l'affiner avec le temps, mais c'est vrai que ça ira un petit peu mieux normalement pour l'année 2025 au niveau mondial. Par contre, chez nous, on ne va pas avoir 2,5% de croissance, hein. On sera autour des 1% si tout va bien. N'oubliez pas, ce qu'on appelle la croissance structurelle, ça veut dire qu'il s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'est à peine 0,9% en France. Donc notre potentiel de croissance, c'est 0,9%. Donc ne comptez pas pouvoir faire 2% de croissance en France. Et d'ailleurs, on ne le veut pas, j'ai l'impression. Beaucoup limitent cette croissance pour justement, encore une fois, à maintenir un chômage élevé, une dette publique élevée. Et ça, c'est évidemment particulièrement dangereux. Alors, il y a quand même une deuxième bonne nouvelle, évidemment. Vous voyez, on innove encore une fois, c'est que vous savez, comme tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc je dis voilà, il y a un an, on avait dit ça, là on a eu raison, là on a eu tort. Et cette année, comme l'année dernière, on n'a fait qu'une grande erreur de prévision. L'année dernière, c'était le chômage. On voyait une hausse du chômage en France, puis il a continué de baisser, notamment de catégorie A, comme vous le savez, même s'il a réaugmenté sur la fin de l'année. Et cette année, l'erreur, ça a été la bourse. C'est vrai qu'on ne voyait pas la remontée de cette fin d'année, d'ailleurs qui est en train d'être corrigée, entre guillemets. Alors voilà, toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes prévisions, on ne va pas rentrer dans le détail, que ce soit en termes d'inflation, en termes de croissance, également notamment en France en termes de dette publique. Donc là vous avez tous les pays, et c'est vrai que on avait plutôt bien vu que ce soit aux États-Unis, que ce soit donc justement dans la zone euro, en Allemagne, même en Russie, on voyait une croissance soutenue. Vous voyez que globalement ça s'est réalisé, même au Royaume-Uni. Et puis le gros problème, c'est que le chômage, justement, en France, il est reparti à la hausse, comme là aussi on l'avait annoncé. Alors quant à la Fed et la Banque centrale européenne, évidemment, elle a augmenté les taux d'intérêt, comme vous le savez, mais de façon limitée, 5,50, 4,50. Donc elle va bien sûr les baisser l'an prochain. On voit à peu près 1 point de baisse des taux d'intérêt au maximum aux États-Unis et dans la zone euro. Voilà, dette publique a continué de flamber. L'euro-dollar qui a bien baissé, après il est remonté. C'est vrai que c'était un petit peu anormal, et donc il est en train
de repartir également à la baisse. Idem sur le prix du pétrole, sur les cours des matières premières, également sur l'or. On avait annoncé à plus de $2000 l'once, on vous avait dit d'en acheter. J'espère que vous l'avez fait, donc on voit bien que là aussi, c'était une bonne prévision. Mais effectivement, les marchés boursiers, ils sont un petit peu partis, je dirais, dans le vide en fin d'année. Ça, on ne l'avait pas anticipé parce que justement, il y a une nouvelle bulle qui s'est formée qui va se dégonfler pour 2024. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements. Continuez à faire abonner également, c'est formidable. Nous devons porter la réalité, la vérité économique pour faire en sorte que la France arrive à sauver son économie. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour l'année 2024. Donc encore une fois, excellente année 2024. À titre personnel, au niveau mondial, ça sera un peu compliqué, mais néanmoins, on finira par s'en sortir, surtout en 2025. Alors, merci encore, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.